de manière générale dans laquelle s'inscrit, la prescription d'activité physique pour les patients atteints de cancer. Donc voilà, la stratégie nationale sport santé, elle a commencé en fait en 2013 et c'est un pilotage, ministère des sports, ministère de la santé. Il y a eu une première stratégie nationale, qui a été lancée en 2013, avec, une application des premiers plans régionaux sport santé bien-être, dans toutes les régions. Chacun a procédé un peu, à sa manière. Ce premier plan, il était vraiment centré sur les malades chroniques, patients en ALD et malades chroniques, publics à besoins particuliers comme le disait le texte. Hem Et donc ça a donné, lieu à des mises en œuvre diverses en différentes régions. En 2016 est arrivée la loi du sport sur ordonnance, la loi de prescription d'activité physique au cours de ce premier plan et ensuite est sortie la deuxième stratégie nationale sport santé en 2019, la stratégie qui doit courir jusqu'à 2024 qui, au vu de l'état de santé de la population, élargit la prescription d'activité physique et le recours à l'activité physique comme thérapeutique en prévention primaire, secondaire et tertiaire à toute la population. En Bretagne, ce qu'on a mis en place, c'est donc un plan régional. Là, je vous parle du 2e plan régional 2018-2022. On voit qu'il y a 2 volets. Il y a un volet, ce qu'on appelait Forme Santé, qui est, la mise en œuvre de l'activité physique pour les gens, sédentaires, sans forcément de pathologie et puis le volet maladie chronique dans lequel s'insère, évidemment le cancer, où là, on repère des activités physiques mises en œuvre pour des gens qui sont porteurs de maladies chroniques. Tout ça, par l'intermédiaire d'une charte de qualité, une charte d'engagement par laquelle les structures sportives s'engagent à respecter un certain nombre de consignes de sécurité, de qualité d'accueil. Toutes ces informations, vous pouvez le trouver sur le site Bretagne Sport Santé, dont j'ai pris un petit extrait ici. Vous pouvez sur le site Bretagne Sport Santé, trouver la localisation et la liste de toutes les structures qui s'offrent, à vous sur le territoire dans les 2 catégories, forme santé et maladie chronique et là, si, je cherche par, la catégorie, cancer, je vois que, il y a 192 activités sur toute la région. Vous pouvez faire des focus sur votre région, sur votre ville, jusqu'à atterrir sur, la structure, que vous pourrez, contacter, directement. Hem, Hop, pourquoi il veut pas voilà, 2 articles de loi, 2 textes de loi qui ont été, déterminants, hein. La loi de «sport sur ordonnance» entre guillemets, la loi de prescription d'activité physique de 2016 qui a été récemment élargie, donc c'est dans le cadre du parcours de soins, les médecins le médecin traitant initialement, maintenant les médecins, aussi spécialistes peuvent prescrire de l'activité physique adaptée, aux patients en ALD et ça a été élargi donc tout récemment aux maladies chroniques de manière générale. Et puis, là, plus récemment, donc ce décret, cet arrêté de décembre 2020 relatif au parcours de soins global après le traitement, de cancer qui dit que, on peut prescrire grâce à une enveloppe globale de 180 €, à un patient, pris en charge pour cancer, un certain nombre de prestations. Le prescripteur peut être le cancérologue, un pédiatre ou un médecin traitant. Et ce bilan peut comporter une consultation diététique, psychologique et un bilan de capacité physique. Les prestations étant cotées au maximum 45 € pour un bilan d'une heure et 22,50 € pour une consultation d'une demi-heure. En Bretagne, ici, l'ARS, donc le budget de la sécurité sociale est alloué à l'ARS et c'est l'ARS qui distribue ses subventions, à la suite d'appels à projets. L'an dernier, c'est 430 000 € qui ont été, distribués sur à peu près 16 actions, à peu près à la louche, hein, 20 000 € en moyenne par action déposée par des porteurs de projets. La stratégie nationale sport santé est sortie là en 2019, elle va courir jusqu'à 2024 et dans, ces 4 axes principaux, les 2 premiers reprennent le principe du développement de l'activité physique, comme thérapeutique, non médicamenteuse, à savoir promouvoir la santé, et le bien-être par la pratique d'activité physique et le recours, par les médecins à cet outil. Un fait important, dans le cadre de cette stratégie, c'est la création des maisons sport santé, hein, qui était un projet d'Emmanuel Macron. C'est le concept de guichet unique qui va s'adresser aux patients, aux personnes qui éprouvent le besoin, qui ont compris la nécessité de pratiquer une activité physique, que ça soit en prévention primaire, secondaire ou tertiaire, mais aussi les personnes qui, considèrent, qu'elles ne sont pas sportives et qu'elles ne n'ont elles veulent pas faire de sport, mais elles veulent bien se mettre en mouvement. Donc il y a eu la création pour le moment, là, c'est une histoire toute récente, hein. L'objectif, c'est, 500 maisons sport santé environ, peut-être un peu plus, sur l'ensemble du territoire d'ici la fin du quinquennat, d'ici mai, 2022. Là, on en est à 238.
Et voilà celles qui sont en Bretagne. Alors toutes ces maisons sport santé fonctionnent bien sûr s'intègrent dans le cadre du plan régional sport santé bien-être, donc elles vont accueillir les patients, les informer et les orienter vers une structure, référencée si possible, qui, s'est engagée dans la charte et dans le plan régional sport santé avec un encadrement de qualité. On en aura, l'exemple tout à l'heure avec, Justine et Julie qui nous parleront de leur structure. Voilà, c'est extrêmement, rapide, mais c'est, vraiment pour débrouiller le terrain, pour surtout, planter le décor de ce plan régional sport santé et de la prescription d'activité physique. Merci, madame Chat. Donc on va laisser, la parole maintenant, au professeur, François Carré. Votre micro est ouvert, c'est parfait. C'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Vous voyez bien mon diaporama? Parfait. Alors, quelques mots pour me présenter. Donc, moi, je suis le docteur Carré, je suis cardiologue et médecin du sport et engagé dans la prévention par l'activité physique, que ce soit en primaire, en secondaire et en tertiaire. Et effectivement, je vais vous parler des données qu'il y a au niveau des cancers. Donc, je ne suis pas cancérologue. Je vais plutôt vous parler un petit peu des mécanismes globaux et puis aussi de ce que j'ai pu noter, puisque j'ai eu la chance de participer à l'expertise INSERM 2019, dont vous voyez le logo ici, le vélo qui sort du comprimé, et qui m'a permis de travailler avec des cancérologues. C'était Madame Fervert qui représentait les cancérologues de cette action. Et de la même façon, je participe aussi à l'écriture des référentiels que la Haute Autorité de Santé met en place. Et pour votre gouverne, vous pouvez savoir que si vous allez sur HAS activité physique, vous allez avoir un référentiel pour les généralités et un référentiel pour la plupart des pathologies. Le référentiel pour le cancer a déjà été écrit et donc vous pourriez le trouver. Les diapositives seront à votre disposition puisque, vu le temps imparti et puis le nombre de personnes, le nombre de données que l'on a, je vais passer assez vite et tout ce que sera sur le diapositive, je ne vous le présenterai pas forcément. Je crois qu'il est toujours bon de rappeler ce que c'est que la santé. Si je prends l'Organisation mondiale de la santé, en 1946, elle avait dit, et ça reste encore d'actualité, même si ça a été un petit peu modifié par une nouvelle donnée d'Ottawa, mais qui est assez compliquée à comprendre, c'est la santé, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social. Ce n'est pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité. Je pense que médecins et paramédicaux, on doit bien garder ça en tête. En fait, notre but pour un patient, ce n'est pas que la mortalité, ce n'est pas que la morbidité, c'est aussi sa qualité de vie. Et s'il y a bien un domaine où c'est vrai, je pense que c'est les patients qui sont traités pour cancer. Se rappeler aussi que la cause principale de décès, ça reste les maladies non transmissibles, même si aujourd'hui on est dans une période sanitaire où c'est une maladie transmissible qui domine. On peut relativiser les choses quand on sait que, par exemple, chaque jour, on a à peu près 380 personnes qui meurent de maladies cardiovasculaires, et ça, c'est depuis des années. Eh bien, vous voyez qu'on peut relativiser les chiffres qui nous sont donnés aussi au niveau de la Covid. Mais en tout cas, ce n'est pas le problème, le débat d'aujourd'hui. Ce qui est dommage, c'est de se rendre compte qu'il y a 4 facteurs de risque: l'inactivité physique, la sédentarité, la consommation trop importante d'alcool, le tabagisme et la malbouffe, qui favorisent le développement de la plupart des maladies non transmissibles, et pratiquement toutes, et c'est responsable, ces maladies non transmissibles, de 36 millions de décès par an dans le monde en 2008. C'est aussi responsable de la plupart des frais de prise en charge de ces problèmes médicaux. Tout d'abord, il faut bien préciser les termes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne vais pas du tout vous parler de sport. Sophie l'a dit tout à l'heure, la loi du sport sur ordonnance, c'est un mauvais nom. On ne fait pas faire du sport à nos malades, bien évidemment. Mais peut-être qu'effectivement, activité physique sur ordonnance aurait rencontré moins de succès auprès des médias. Donc, sport sur ordonnance, allons-y pour sport sur ordonnance. Qu'est-ce que c'est que l'activité physique? De façon très simple, parce qu'il va falloir l'expliquer à nos patients, parce qu'il va falloir leur faire l'éducation thérapeutique de l'activité physique, qui sera faite par les encadrants de sport santé, mais je pense que le cancérologue et le médecin peuvent aussi le faire, parce que le patient va mieux comprendre si je lui explique pourquoi on lui fait faire ça. C'est fini le temps où on disait aux gens, il faut que vous marchiez. Pourquoi? Parce que je vous dis qu'il faut que vous marchiez. Ça, c'était une autre époque. Aujourd'hui, il va falloir expliquer pourquoi il faut marcher et quelles sont les preuves. Et ça, on a beaucoup plus d'efficacité chez nos patients. Donc, l'activité physique, c'est tous les mouvements liés à une contraction musculaire, c'est-à-dire c'est bouger. Cette activité physique
elle est adaptée non pas à la maladie, elle est adaptée au patient. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un sport pour une maladie. Il n'y a pas une activité physique pour une maladie. Il y a une activité physique qui va être adaptée aux capacités, aux limites de la personne prise en charge. Et puis le sport, c'est un exercice physique qui est réalisé dans un cadre réglementaire en loisir ou en compétition. On ne va pas en parler aujourd'hui. La nouveauté peut-être pour vous, c'est que nous différencions, nous physiologistes, de l'exercice, l'inactivité physique et la sédentarité. Pendant longtemps, on mettait dans le même groupe sédentarité. Bon, des données sont apparues qui nous ont fait décider de séparer. Vous êtes inactif, votre patient est inactif s'il ne respecte pas les recommandations de pratique d'activité physique journalière qu'on peut résumer grossièrement à 30 minutes d'activité physique modérée par jour, c'est-à-dire une activité physique qui m'essouffle un petit peu. Et puis vous êtes sédentaire si vous restez trop longtemps assis sur votre chaise ou allongé dans votre temps éveillé, et le risque apparaît dès que vous atteignez à peu près 6 à 7 heures par jour en moyenne. J'insiste sur les en moyenne parce qu'il est évident qu'il peut nous arriver de temps en temps d'être plus sédentaire. On ne va pas mourir le lendemain. Je vous rassure, par contre, globalement, les gens sont plutôt sédentaires en moyenne de façon trop importante. Ce qui est mauvais aussi pour la santé, c'est de rester assis plus de 2 heures de façon ininterrompue et de façon répétée. Il faut savoir aussi que les risques de l'inactivité physique et de la sédentarité pour la santé sont indépendants. Sur la partie droite de la diapositive, qu'est-ce que vous voyez? Une donnée qui avait fait beaucoup de bruit, une donnée scandinave, qui avait montré que quand on regarde la mortalité pour 10 000 personnes par an, en fonction du temps passé devant la télévision, qui est quand même le meilleur marqueur de sédentarité, eh bien vous voyez que quand on regarde la mortalité par cancer, les gens qui restent 3 heures en moyenne par jour devant la télévision, il y a à peu près 38 à 40 décès pour 10 000 personnes par an de cancer. Quand vous restez plus de 6 heures par jour, il y a à peu près 80 décès par an pour 10 000 personnes, c'est-à-dire le double. Alors bien sûr, on sait très bien que ces relations ne montrent pas la causalité directe, mais il n'empêche que toutes les études ont montré quand même que les gens les plus sédentaires, les plus inactifs, sont ceux qui présentent le plus de risques de mortalité par cancer, et qu'à l'inverse, plus vous bougez, moins vous êtes sédentaire, moins vous avez de risques de présenter une mortalité par cancer. Un autre élément qui est très important et qu'il faut bien retenir quand on va prescrire l'activité physique, c'est la capacité physique. Qu'est-ce que c'est que la capacité physique? C'est l'effort musculaire maximal que je peux capable de maintenir pendant 5 minutes. Pourquoi c'est si important? Parce que c'est le meilleur marqueur pronostic pour la mortalité des sujets sains ou malades. En d'autres termes, votre patient ou votre patiente qui a un cancer, s'il a une mauvaise capacité physique, il a un mauvais pronostic, indépendamment de son cancer. C'est la même chose pour nous, cardiologues. Un patient qui a fait un infarctus, s'il a une bonne capacité physique, son pronostic est bon. S'il a une mauvaise capacité physique, son pronostic va être mauvais. Cette capacité physique, on peut toujours l'améliorer, en particulier pour l'activité physique. Et pourquoi je vous ai dit que c'était important? Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se limiter à faire bouger les gens, il va falloir les faire bien bouger pour améliorer leur capital santé et leur capacité physique. Alors, là, de façon très schématique et très résumée, il faut savoir qu'actuellement, on considère que ce qui est mauvais pour la santé, c'est d'accumuler de la graisse ectopique. En effet, la graisse, selon sa localisation au niveau du corps, n'a pas le même effet délétère. Je sais par exemple que les dames souvent se plaignent et ne trouvent disgracieux la graisse qu'elles peuvent avoir au niveau des hanches. Il faut savoir que cette graisse-là, elle est peut-être disgracieuse. Ça, vous savez, c'est une affaire de goût, les goûts et les couleurs. Mais en tout cas, on sait, nous, médecins, que ce n'est pas grave pour la santé. Ce n'est pas ça qui va vous faire développer des pathologies. Par contre, la mauvaise graisse, c'est la graisse intra-abdominale ou la graisse ectopique, c'est-à-dire une graisse qui ne devrait pas être là où elle est habituellement. Elle ne devrait pas être, cette graisse, là où notre évolution génétique a fait qu'elle devrait être. Donc, cette graisse, c'est le tissu adipeux intra-abdominal qui vous est représenté ici dans la partie gauche. Les adipocytes, cellules graisseuses, vont augmenter de volume. Ces adipocytes vont en plus devenir être métaboliquement très actives, mais malheureusement de façon délétère. Elles vont libérer ces substances rouges, ces petits points rouges que je vous ai mis ici, qui s'appellent des adipokines. Adipokines, c'est les cytokines, donc des hormones, des protéines, libérées par les adipocytes. Et ces adipokines, on va le voir, ont un effet très délétère pour la santé. Mais vous avez exactement la même chose au niveau de tous les organes intra-abdominaux qui vont être complètement entourés
envahi petit à petit de graisse qui va libérer les mêmes substances. Et on sait que l'ensemble de ces modifications vont aboutir à une augmentation du niveau d'inflammation et de stress oxydant, vont diminuer vos défenses immunitaires. C'est pour ça que nous nous sommes élevés, nous tous qui prônons l'activité physique, contre le fait de diminuer la capacité, la possibilité de faire de l'activité physique, en particulier pour les malades, mais même pour la population générale pendant la période du Covid. Et puis, ça va diminuer aussi les capacités de dilatation des vaisseaux, ce qui font que vos organes vont être moins bien perfusés. Et tout ça va favoriser le développement, en particulier des cancers. On sait par exemple, dans cette partie gauche de la diapositive, vous avez tous les cancers chez les hommes comme chez les femmes. Et vous voyez que quand il y a une augmentation du surpoids, eh bien dans tous les cas, vous avez une augmentation du risque de tous ces cancers, plus ou moins important, c'est-à-dire que le rôle de l'obésité n'est pas le même, mais dans tous les cas, on est plutôt, dans tous les cas, tous ces cancers que vous voyez là sont aggravés par le fait d'être en surpoids ou d'être obèse. Par exemple, quand on a un IMC supérieur à 40, le risque relatif de décès par cancer chez les hommes est multiplié par 1,5 et 1,6. Donc, vous voyez que c'est quand même un risque qui n'est pas négligeable. Il va y avoir, au niveau de cette masse grasse dont je vous ai parlé, les adipokines, et par exemple, le rapport leptine sur adiponectine qui va être majoré. La leptine, c'est protumoral. L'adiponectine a un effet antitumoral. Donc, la masse grasse, ces adipokines vont favoriser le développement des cancers. De la même façon, on sait que l'inflammation de bas grade dont je vous ai parlé va entraîner des troubles de l'immunité avec des macrophages qui vont être moins capables de se défendre quand il va y avoir des cellules anormales qui vont apparaître. On sait aussi qu'il va y avoir des libérations d'hormones comme l'IGF-1 qui peut être protumoral et aussi une augmentation de la libération de l'estrogène, et les estrogènes vont bloquer l'adiponectine. Donc tout ça fait que petit à petit, ça favorise le développement des cancers. Et enfin, j'aurais peut-être dû dire ça en premier, l'insulinorésistance, cette insulinorésistance qui fait partie du syndrome métabolique, et en particulier qu'on voit souvent chez les gens en surpoids, eh bien, ça va entraîner une hyperglycémie, une hyperinsulinémie qui favorise le développement tumoral. Maintenant, si je bouge, tout change. Parce que si je bouge, on sait tous que de bouger, ça fait brûler des calories, mais ce n'est pas pour ça que ça nous protège. Ça nous protège parce que quand je bouge, mon muscle actif devient un organe endocrine et va libérer des myokines, donc des cytokines libérées par les myocytes, qui vont bloquer les adipokines et qui vont avoir un effet global bénéfice sur l'organisme. C'est ce qui vous est représenté sur le schéma à gauche. Vous voyez, ça touche le cerveau dans la maladie d'Alzheimer, ça va toucher le foie, ça va limiter l'ostéoporose et ça va diminuer aussi les cancers, puisque en prévention primaire, on considère qu'on diminue l'ensemble des cancers en moyenne de 20 à 30% quand je fais de l'activité physique. Ouais, à midi, il y aura moins de monde, c'est ça? Cool. Alors, au niveau du cancer, il faut savoir qu'il va y avoir une spirale du déconditionnement qui ne concerne pas que le cancer, mais qui concerne toutes les maladies chroniques. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Et donc, vous allez avoir, si on le résume ici au niveau du cancer, une réduction des capacités cardio-respiratoires, par exemple par le processus néoplasique, par la chirurgie et la radiothérapie. Il va y avoir une réduction de l'activité physique, une augmentation de la sédentarité, parce que le patient est anxieux, parce qu'il est fatigué, parce qu'il a perdu ses confiance en lui. Et vous rentrez dans ce cercle vicieux qui va favoriser la diminution de la tolérance à l'exercice physique. Et ce déconditionnement va avoir un rôle majeur. Donc, comme vous le voyez, c'est multifactoriel. Il y a le processus cancéreux, il y a les traitements, en particulier la chimiothérapie, mais il y a aussi les comorbidités cardiovasculaires et métaboliques qui vont intervenir. Alors, quelles sont les preuves des bénéfices de l'activité physique chez les patients atteints de cancer? Globalement, l'activité physique que l'on va faire et qui va vous être détaillée après mon exposé, c'est de l'endurance et du renforcement musculaire. Donc, vous voyez, il n'y a pas un sport, il n'y a pas une activité. La plupart des activités physiques se regroupent en endurance, renforcement musculaire. Il faut associer les deux pendant le traitement et après le traitement. On va avoir un effet sur la composition corporelle, augmentation de la masse maigre, diminution de la masse grasse. On a des bénéfices métaboliques et hormonaux. On a une amélioration de l'immunité. Il est possible, j'ai mis un point d'interrogation parce qu'on en attend la confirmation clinique, mais qu'il y ait des libérations de facteurs antitumoraux, c'est-à-dire que certaines myokines auraient des effets antitumoraux. Ce qui nous le fait penser, c'est que, par exemple, l'activité physique est plus efficace sur les cancers hormonodépendants que sur les cancers du sein hormonodépendants que sur les cancers non hormonodépendants. Mais pour l'instant, les données qu'on a sont des données expérimentales, pas cliniques.
Et puis surtout, vous allez avoir une amélioration de la capacité physique et qualité musculaire, puisque vous augmentez la capacité physique. Je vous rappelle que c'est le capital santé de votre patient de 10%, et vous augmentez la force et la masse musculaire d'environ 30%. Les autres effets, ça concerne les effets secondaires des traitements. Les petites lettres que vous avez entre parenthèses ici, c'est le niveau de preuve qu'on utilise au niveau de l'INSERM. Par exemple, on sait que sur les facteurs de risque cardiovasculaire, les capacités cardio-respiratoires, on a un important effet bénéfique. Par contre, la prévention et la réduction de la toxicité cardiovasculaire, c'est du niveau C, donc ce n'est pas formellement prouvé. Par contre, pour la fatigue, et tous les cancérologues qui m'entendent doivent déjà le savoir, le seul traitement, c'est la seule chose qui améliore la fatigue des patients qui ont des cancers, c'est l'activité physique. Pour les douleurs, c'est encore possible et ce n'est pas formellement prouvé. Lymphodème dans le cancer du sein, eh bien oui, c'est un effet bénéfique. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'interdiction à pratiquer un exercice physique avec le membre supérieur du côté opéré. Moins de preuves pour la densité minérale osseuse, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'études, et moins de preuves aussi pour les neuropathies chimio-induites. On récupère mieux après une chirurgie de cancer quand on fait de l'activité physique et surtout quand on s'est préparé à la chirurgie. Il est conseillé de préparer le patient à la chirurgie si jamais on a le temps de le faire, bien sûr. Ce n'est pas beaucoup. Il suffit de faire 15 minutes de marche chaque jour pendant 3 semaines et vous avez un effet bénéfique. Vous allez avoir ensuite un effet sur la réalisation des traitements. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on s'est rendu compte que quand on augmente la masse musculaire de nos patients, on peut augmenter les doses de chimiothérapie. Donc, c'est pour ça que l'activité physique peut être bénéfique. C'est surtout sur la qualité de vie et l'estime de soi qu'on a un effet bénéfique, en sachant qu'actuellement, il y a un débat. Le contenu optimal à proposer n'est pas formellement prouvé. À un moment, c'était plutôt activité physique très intense et actuellement, on a plutôt l'impression qu'on a tendance à diminuer un tout petit peu. Il va seulement simplement, et vous allez avoir tout ça en détail, avoir une bonne supervision au début. Donc, bien sûr, je vous ai dit que dans la santé, il n'y avait pas que la mortalité et la morbidité, mais il y a aussi la mortalité et la morbidité. Il a été prouvé dans 3 cancers, avec des niveaux de preuve B, donc des niveaux de preuve forts, que la survie était améliorée et la récidive diminuée dans les cancers du sein de stade 1 à 3, avec une baisse de la mortalité globale de 35%, spécifique de 28%, diminution des récidives de 24%. Cancer colorectaux, 31%, stade 1 à 3 ou 1 à 4, selon les études. Pour la prostate, les cancers de la prostate non métastatiques, le niveau de preuve est moins élevé, mais on a une diminution de la mortalité globale et spécifique d'environ 40% et de la récidive, mais il y a une seule étude, donc méfions-nous, une seule étude, diminution de la mortalité de la récidive, de 57%. Surtout, aucune étude n'a montré que le fait de faire de l'activité physique était délétère pour le pronostic du patient. Alors bien sûr, il va falloir tenir compte de précautions. On ne peut pas faire l'activité physique à tout le monde. Je n'ai pas le temps de vous redétailler. Tout ça, vous les détaillez dans le référentiel de la Haute Autorité de Santé. Il y a des précautions dont il va falloir tenir compte, en particulier la comorbidité cardiopulmonaire, les neuropathies périphériques, parce que le risque de chute peut être un peu plus important. Il peut y avoir aussi des précautions à prendre en cas de stomie, c'est évident. Tenir compte aussi, en particulier lorsqu'il y a eu des greffes du déficit immunitaire et faire attention aux activités physiques en intérieur dans les gymnases et dans les piscines pendant au moins 1 an. Donc, tenir compte de ces choses, par exemple, dont il faut tenir compte. Le timing, eh bien, l'idéal, c'est de commencer dès que le diagnostic est posé. Actuellement, on pourra en reparler. J'essaye de convaincre mes collègues oncologues de l'hôpital de proposer l'activité physique, enfin pas de la proposer, de prescrire l'activité physique en même temps que l'on va proposer les dates de chirurgie, les dates de chimiothérapie, etc. Je crois qu'il ne faut pas dire aux patients, ce serait bien que vous fassiez de l'activité physique. On a franchi ce cap de preuve. Il faut dire aux patients, dans votre traitement, il y a l'activité physique, au même titre que l'on dit, dans votre traitement, il faut que vous ayez une alimentation équilibrée et un bon équilibre nutritionnel. Parce que ce serait bien, tout le monde en est persuadé, mais tout le monde ne le fait pas. Donc, si on propose au même niveau que la chimiothérapie, eh bien, on a peut-être plus de chances que les patients nous écoutent de façon plus importante. Les risques sont identiques aux personnes non malades, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contre-indication absolue, définitive de l'activité physique. Des fois, on va s'adapter simplement. Il va falloir parfois faire un bilan cardiovasculaire ciblé
en particulier si jamais des signes de toxicité cardiovasculaire, mais normalement les patients sont suivis par un cardiologue. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'effet secondaire. Le plus souvent, il y a des contre-indications temporaires, épisodes majeurs de fatigue, dénutrition majeure, un syndrome infectieux, un effondrement des cellules sanguines, ou bien si j'ai une décompensation, par exemple, de pathologie cardio-pulmonaire. On peut toujours faire de la rééducation. Se rappeler que, comme le dit l'Organisation mondiale de la santé, un pas, c'est mieux que zéro. Donc, même si on ne fait pas une activité physique très intense, c'est mieux de faire quelque chose que rien du tout. Donc, pour terminer, quelques mots pour vous dire où nous en sommes au niveau des recommandations. Sophie vous en a parlé un petit peu tout à l'heure. Depuis 2011, on a dit que l'activité physique faisait partie des thérapeutiques non médicamenteuses. J'insiste, une thérapeutique non médicamenteuse ou une intervention non médicamenteuse, ça n'est pas une médecine alternative. Hein, méfions-nous, il y a des livres, dont certains récents, sur la médecine alternative qui incluent l'activité physique. Non, l'activité physique, c'est un outil thérapeutique de la médecine traditionnelle, de la médecine classique. C'est dans ce cadre-là qu'elle a été testée, l'activité physique. Donc, ne nous trompons pas des messages et ne brouillons pas surtout les messages, en particulier pour les médecins, parce que ce serait dommage. L'expertise collective INSERM a été très claire. Activité physique pour toute maladie chronique stable, à inclure dans le parcours de soins personnalisés, en plus du mode de vie actif non sédentaire. Et c'est ça qui va vous être détaillé après mon discours, c'est que je dois continuer mes 30 minutes d'activité physique par jour, diminuer mon temps sédentaire et mon temps passé assis trop prolongé, et je dois rajouter l'activité physique adaptée que je vous ai proposée et décrit et expliqué en début. Donc, c'est un médicament. Le traitement de base, c'est je continue à bouger parce que c'est bon pour ma santé en général et je prends un médicament, c'est l'activité physique adaptée. On a même été plus loin dans l'expertise collective, on a carrément dit que ne pas prescrire l'activité physique, c'est une perte de chance pour le malade. En d'autres termes, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous ne traitez pas votre malade de façon optimale si vous ne prescrivez pas l'activité physique. Alors, pour vous le confirmer, vous avez en 2017 ce livre de l'INCA où tous les plus grands cancérologues sont intervenus, tout un livre sur les bénéfices de l'activité physique pendant et après cancer. Et puis, dans le dernier parcours, la stratégie décennale 2021-2030, développer une alimentation équilibrée accessible à tous, encourager l'activité physique et diminuer la sédentarité. Donc, c'est formellement affirmé maintenant. Alors, tout à l'heure, Sophie vous a parlé de ce décret qui vient d'être proposé en 2020. Pour être franc, ce décret, c'est un petit peu toujours le problème en France, c'est qu'on ne comprend pas bien ce qu'il y a de marqué dedans. Pourquoi? Parce que d'abord, on me dit, le cancérologue pédiatre doit prescrire, peut lui prescrire jusqu'à 12 mois après la fin de son traitement. Jusqu'à 12 mois après la fin de son traitement. C'est-à-dire que 2 ans après, non. Et puis par contre, le patient qui a un traitement hormonal, il le prend à vie, c'est quand la fin de son traitement? Donc là encore, ça n'a sûrement pas été écrit par des cancérologues ou des médecins, c'est sûrement des gens, et on sent derrière que la seule crainte qu'ils ont, c'est que ça leur coûte trop cher. Excusez-moi, mais j'ai l'habitude de parler franchement. Quand je lis le texte, je vois bien que ce qu'ils veulent, c'est qu'il n'y en ait pas trop qui en bénéficient. On nous explique le prix maximal qu'il va y avoir, etc. Et c'est un plus, c'est un premier pas en avant, c'est mieux que rien, mais je trouve que ça reste encore un peu flou. Enfin, quand vous allez avoir évalué votre patient, que vous allez l'avoir convaincu qu'il doit faire de l'activité physique, il va falloir que vous le dirigiez. Si c'est un patient qui a une limitation sévère, quelle qu'elle soit, par exemple, c'est un patient qui peut avoir des troubles auditifs, un patient qui peut avoir des problèmes visuels ou des douleurs particulièrement importantes, eh bien, dès que vous avez un niveau de limitation sévère, c'est le kinésithérapeute qui va le prendre en charge au début. Si jamais c'est une limitation modérée pour votre patient, pour faire l'activité physique, eh bien, vous allez l'envoyer aux enseignants d'activité physique adaptée qui vont vous présenter leur métier. Vous pouvez très bien passer, après quelques séances, du kiné à l'enseignant à pas. Si jamais le patient a une limitation minime, vous allez pouvoir l'envoyer soit l'enseignant à pas, c'est plutôt limitation minime entre minime et modéré, et si c'est vraiment quelqu'un qui a une limitation vraiment minime, vous pouvez l'envoyer à un éducateur sportif. L'éducateur sportif, il est dans une association, il est dans une structure, peut-être même dans un club de sport, mais il a été formé pendant au minimum 30 heures
à prendre en charge vos patients. Et puis enfin, vous avez des patients sans limitation, par exemple, un patient que vous considérez comme guéri de son cancer ou en rémission, il peut très bien aller faire de l'activité physique ou du sport même dans une structure sportive. Il sera pris en charge aussi par un éducateur sportif. Donc, pour retenir le résumé de ce que je viens de vous dire, je crois qu'il faut être très simple. L'activité physique doit être proposée dès le diagnostic et maintenue tout au long du parcours de soins des patients atteints de cancer. Voilà, comme je vous l'ai dit, mes diapositives seront à votre disposition. Je vais rendre la parole à Sophie pour la suite de l'exposé. C'est d'ailleurs plutôt Claire C'est Claire, pardon. qui va faire la... Ça va être Marlène. Ou Merci, professeur, merci beaucoup. Et donc, sans plus attendre, je donne la parole au docteur Jacques Collot. Merci. Ah, le micro. Je crois qu'on avait dit que potentiellement, on ne les a pas présenté leur métier, on termine par le côté pratique, mais je veux bien... Oui, sinon, on donne la parole à Justine et à Julie pour qu'elles présentent justement leur métier d'enseignant en activité physique adaptée. Laure présentera ses résultats et on reviendra après on finira avec les cas cliniques. Hop, voilà, c'est bon, tout le monde m'entend? Parfait. On voit mon diapo? Ok. Donc, je me présente, je suis Julie Kiriuel, je suis enseignante en APA, je travaille pour l'association Entraide Cancer qui est basée à Quimper. Alors, donc pour commencer, avec Justine qui va intervenir avec moi en fait sur la présentation de notre métier. Donc, on vous a redéfini ce que c'est l'activité physique adaptée de notre point de vue. Donc, on a pris une définition du professeur de Potter. Donc, l'activité physique adaptée se définit comme tout mouvement, activité physique et sport essentiellement basé sur les aptitudes et les motivations des personnes ayant des besoins spécifiques qui les empêchent de pratiquer dans des conditions ordinaires. Donc, on va s'adresser aux personnes malades chroniques, on va s'adresser aux personnes en situation de handicap ou aux personnes âgées. Alors, au niveau de notre métier, donc l'enseignant en activité physique adaptée, il a fait un cursus universitaire au sein d'une UFR STAPS, donc STAPS, Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives, et on sera titulaire à minima d'une licence STAPS, mention activité physique adaptée, donc c'est-à-dire en fait qu'on va avoir derrière en plus des cours de physiopathologie et des cours de psychopathologie. Et notre diplôme donc est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles. Donc, notre vocation, en fait, c'est de participer à la conception, de conduire et d'évaluer des programmes de prévention, de réadaptation et ou d'intégration par l'activité physique. Donc, comme ça a été dit précédemment par le professeur Carré, on va construire le programme avec le patient, on va l'adapter à ses capacités physiques, à son état psychologique, à ses attentes et bien évidemment à sa pathologie. Alors, chez nous, donc, l'APA se pratique en petits groupes pour assurer un meilleur suivi. En général, on sera sur des groupes de 12 personnes maximum. Donc, 12, en fait, ça nous permet de pouvoir en fait, proposer de manière individuelle des adaptations aux patients. Alors, on vous a fait un petit résumé rapidement derrière, donc toujours de notre rôle. Donc, l'activité physique, c'est notre outil de travail. On va concevoir un programme en fonction de l'adhérent, on va le mettre en place, on va évaluer ce programme. Et ce programme, en fait, il va avoir plusieurs objectifs. Personne donc, a besoin spécifique dans les domaines biopsychosociaux par la médiation de l'activité physique et qui sera, comme précisé précédemment, dans un objectif en fait, d'améliorer la qualité de vie de notre patient ou de votre patient d'une manière générale. Alors, Justine, je te laisse prendre la suite. Ah non, pardon, c'est toujours à moi, pardon. Alors, du coup, on vous a juste fait un petit résumé de nos terrains d'intervention. En fait, on va être amené à travailler en médecine de chirurgie obstétrique, en soins de suite et de réadaptation,
en secteur sanitaire, en infection de longue durée et réseau de santé, en psychiatrie, auprès des personnes âgées, que ce soit en établissement comme en association, auprès d'enfants et d'adolescents en situation de handicap et ou en difficulté d'insertion, en établissement d'accueil ou d'accès au travail pour les adultes en situation de handicap, et auprès des jeunes ou d'adultes en difficulté d'insertion sociale. Donc, on a un champ d'action qui est assez vaste. Voilà. Donc, Si Julie, je te laisse du coup faire dérouler le je PowerPoint. te fais le déroulé. Ok, super. Bonjour à tous, donc moi c'est Justine, je suis enseignante en activité physique adaptée et directrice d'une structure qui s'appelle Actisport, qui est spécialisée dans le sport santé sur le Finistère et une partie du Morbihan. Donc on intervient toutes les semaines auprès de 800 personnes dans différents établissements de santé, foyers d'accueil médicalisés pour le handicap, EHPAD ou auprès des personnes ayant une pathologie chronique. Alors je vous ai mis cette photo parce que je trouve qu'elle illustre bien notre métier. Du coup, l'idée, c'est vraiment de partir des activités sportives et de les rendre accessibles au plus grand nombre. Donc, par exemple, moi, ça m'arrive souvent de dire aux personnes, la semaine prochaine, on va faire de l'haltérophilie. Alors évidemment, la représentation qu'on a de l'haltérophilie, ça peut leur faire peur un petit peu, donc c'est leur expliquer que l'activité sera adaptée et on va leur proposer des exercices d'équilibre avec des charges plus ou moins élevées et du coup, toujours adaptés pour travailler sur la posture, l'équilibre, le renforcement musculaire. Donc, on utilise vraiment toutes les activités sportives pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Je crois que c'est vraiment de manière concrète, comme ça qu'on peut expliquer un petit peu notre métier en tant qu'enseignant en activité physique adaptée. Alors évidemment, dans le champ du sport santé, il y a d'autres acteurs qui existent, comme on l'a cité précédemment, mais on a du coup ce que le professeur Carré disait tout à l'heure, on a les kinés qui sont présents, les ergos et les psychomotriciens qui sont aussi présents pour proposer de l'activité physique adaptée et du sport santé. On a des éducateurs sportifs sport santé qu'on appelle des E3S, qui ont des formations de base d'un éducateur sportif et une formation complémentaire qui va de 40 à 100 heures en fonction des organismes de formation. Il y a de plus en plus de formations sport santé qui existent auprès des fédérations sportives notamment et des institutions publiques. Donc, ils ont des formations un petit peu différentes, mais qui leur permettent d'accompagner. Alors déjà, c'est aussi pour les conforter, parce que beaucoup d'entre eux accompagnent déjà des personnes ayant des pathologies chroniques. Ils ont déjà dans leur groupe des personnes qui ont des prothèses de hanche, qui ont eu un cancer, qui ont du diabète. Et donc, c'est aussi pouvoir mieux les accompagner et ne pas faire n'importe quoi. Donc, on a ces éducateurs sportifs, sport santé, qui font des relais aussi pour développer le sport santé sur le territoire. Et on a les coachs sportifs qui sont aussi là, mais qui s'adressent essentiellement aux personnes sans pathologie et pour une pratique de loisir, voire parfois des pratiques de compétition également. Ce qui est important, c'est que souvent on entend les médecins qui peuvent nous dire vers qui on va orienter les personnes. Donc, Sophie Chat vous a présenté un outil, et puis là, vous avez les différents acteurs qui peuvent intervenir. Mais dans tous les cas, le professionnel doit être en possession d'une carte professionnelle d'éducateur sportif qui va un peu s'assurer qu'il est bien diplômé de l'activité physique. Je crois que, notamment dans cette période-là, on a vu beaucoup de choses paraître sur les réseaux sociaux, avec beaucoup d'éducateurs ou de personnes qui pratiquent de l'activité physique et qui n'ont pas forcément les diplômes. Donc là, il faut être assez vigilant. Donc voilà, donc on a une carte professionnelle et ça permet de légitimer un petit peu aussi notre métier, notre formation. Et sur la dernière partie, du coup, pour comment on accueille un petit peu le pratiquant, on vous a fait une petite chaîne puisqu'on va vous réexpliquer après sur les cas cliniques, mais notre prise en charge, c'est vraiment un entretien. Souvent, le plus souvent, c'est le pratiquant qui va nous. Alors, je parle beaucoup de pratiquants parce que moi, j'interviens en dehors du système de santé. On est en passerelle et après le système de santé. Donc, moi, je n'ai pas des patients en face de moi, j'ai vraiment des futurs pratiquants ou des pratiquants d'activité physique. Donc, on a cet entretien téléphonique, ensuite, on a un temps bilan, on va faire des questionnaires de qualité de vie, de niveau d'activité physique, des tests de conditions physiques également. Donc, on prend vraiment la personne dans sa globalité et on essaie de voir un petit peu dans le champ biopsychosocial tout ce qui va pouvoir être travaillé par le biais de l'activité physique. Donc, évaluer la force, la souplesse, l'équilibre, etc. Et en fonction de ce bilan, on va pouvoir lui proposer des activités en fonction de ce que la personne aura aussi envie, les besoins qu'on aura identifiés auprès d'elle, qu'elle nous aura exprimés, puisque nous, on aura pu identifier. Et on va lui proposer toujours des séances d'essai. Donc ça, c'est important aussi que dans chaque structure, que les personnes puissent essayer l'activité avant de s'engager, puisque pour la plupart, elles découvrent.
Dans beaucoup de cas, elles découvrent ce que c'est que l'activité physique, donc il faut qu'elles puissent voilà, voir comment elles se sentent, voir nous aussi pouvoir évaluer qu'il y a des difficultés supplémentaires qu'on n'aurait pas perçues sur le bilan de départ. Et puis ensuite, c'est de pouvoir les engager sur une poursuite d'activité ou une réorientation si toutefois il s'avérait que l'activité proposée n'est pas complètement adaptée, etc. Et puis évidemment, tout au long de la prise en charge, il y a un suivi régulier et un point bilan avec des tests de conditions physiques qu'on refait. On a des outils qu'on utilise pour aussi faire le relationnel avec les médecins pour qu'ils puissent éventuellement soit nous donner des indications supplémentaires au fil du parcours et de l'état de santé aussi qui peut évoluer dans certains cas pour la personne. Voilà, donc on essaye d'évaluer un petit peu tout ça. Et vraiment, l'idée, c'est de mettre le pratiquant au centre de notre pratique d'activité physique. Donc, la dernière diapo, c'est vraiment que le pratiquant est au centre de notre prise en charge. Et on va essayer d'optimiser ses capacités dans les différentes dimensions biopsychosociales, de valoriser son identité individuelle et sociale, de vraiment construire le programme APA en fonction de ses attentes, de ses besoins et de ses capacités. Et puis surtout, ce qui est important, c'est l'activité physique, est le vecteur de motivation et de plaisir à pratiquer une activité physique. Donc, on joue beaucoup là-dessus et c'est vrai que beaucoup, on va dire 80% de notre métier, c'est d'agir sur le levier de la motivation pour que ces personnes qui sont peut-être éloignées de la pratique ou qui démarrent une activité physique, hein, il y a des gens qui démarrent une activité physique à 70 ou 80 ans, c'est de pouvoir leur dire il n'est pas trop tard, on peut aussi faire des choses, on peut améliorer les capacités physiques et les amener dans cette motivation et cette régularité de pratique. Voilà un petit peu, très rapidement, quelques diapos pour vous présenter un petit peu plus notre métier qui n'est peut-être pas connu encore suffisamment du milieu médical. Et je rajouterais juste que en fait, nos diplômes sont vérifiables. Il y a un portail, éducateur, pour les éducateurs sportifs. En fait, vous rentrez notre nom et vous avez accès en fait à nos diplômes pour vérifier en fait nos qualifications et nos compétences. Donc, je pense que du coup, on va pouvoir laisser la parole à Laure. Bien, bonjour à tous. Donc, je prends la suite de mes confrères. Je suis Laure Jacolot, je suis médecin du sport au centre hospitalier de Quimper dans le Finistère. J'espère qu'après ces présentations, vous êtes tous convaincus des bienfaits de cette thérapeutique. Alors, vous allez maintenant me demander comment on fait, comment on va pouvoir mettre ça en place dans nos structures. Donc, je vais partager avec vous notre petite expérience dans le cadre du bilan et de prescription d'activité physique au sein de la maison sport santé de Cornouailles. On passera ensuite à des cas cliniques et je pense qu'il y aura plus d'interaction avec vous et on échangera un petit peu plus. Alors, tout d'abord, pour vous présenter un peu notre parcours patient, je vais expliquer un peu la genèse du département de médecine du sport et la labellisation de maison sport santé rapidement. Alors, moi, je suis urgentiste de formation au centre hospitalier de Quimper. Donc je suis formée à la médecine du sport, j'ai formé rapidement à la médecine du sport quand même. J'ai fait 12 ans d'urgence et de SMUR, et donc j'étais plus habituée à prescrire d'Hypnovel et de la noradrénaline quand est apparue du coup Pardon. Un peu plus en médecine du sport qu'en informatique, j'essaie juste de passer mes slides. Alors, je ne sais pas comment on fait. Alors, mes slides ne passent pas, je vais peut-être remettre en version. Comme ça, parce que je ne passais pas mes slides, c'est pas terrible, mais bon, tant pis, on va faire différemment. Alors, donc, je vous disais que j'étais plus habituée à prescrire des médicaments d'urgence plutôt que de l'activité physique. Néanmoins, quand est apparue donc la prescription d'activité physique via la loi de modernisation du système de santé, je me suis dit que, bien sûr, il était intéressant de proposer un projet pour mettre ça en œuvre assez rapidement, bien convaincue par les bienfaits de l'activité physique. Et donc, je me suis rapidement tournée vers le pôle de santé publique du centre hospitalier de Cornouailles, puisque ça me semblait être la meilleure des ouvertures vers l'extérieur et le meilleur moyen de mettre en relation les prescripteurs et les effecteurs, qui étaient un gros frein à la prescription de cette activité physique.
Donc, j'ai présenté un projet à la direction de l'hôpital de création de département de sport et santé. Donc en 2017, avec 2 missions, la mission classique de médecin du sport, hein, sportif amateur professionnel, et donc 50% de mon temps, développement du sport santé sur le département pour prescrire et mettre en place des bilans actualisés pour on a recruté un éducateur en activité physique temps plein pour m'aider dans ces missions, et on a réussi donc via une collaboration avec Actisport et l'école de voile des Glénans d'obtenir le label Maison Sport Santé. Donc, cette Maison Sport Santé a été labellisée en 2020. Le projet est porté par le centre hospitalier de Quimper, mais avec 2 membres cofondateurs qui sont associatifs. Donc là, on est actuellement plutôt dans une approche de développement populationnel, d'ouverture vers le territoire, et bien sûr d'élaboration du parcours de soins. Notre territoire d'intervention est assez vaste, hein, sur la maison de sport santé de Cornouailles, qui va donc du Cap Sizun à la Haute-Cornouaille, au pays de Concarneau. Les missions sont les missions de la maison sport santé, hein, des missions bien sûr d'accueil de toute personne qui souhaiterait reprendre une activité physique adaptée, ou toute personne qui a besoin de cette thérapeutique, donc de l'accueillir, de l'orienter vers des effecteurs sur le terrain, de pouvoir aussi leur prescrire et bilanter de l'activité physique, et surtout d'aider les prescripteurs qui en auraient besoin à la mise en œuvre de cette thérapeutique. Il y a aussi un gros travail de la maison sport santé de recenser les offres d'activité physique sur notre territoire, puisqu'il y a un référencement RS, Sophie vous en a parlé tout à l'heure, mais il y a aussi un intérêt à avoir un recensement vraiment sur le territoire pour savoir vraiment qui est-ce qui délivre les activités, quelles sont les activités proposées, pour bien connaître les intervenants sur le secteur et savoir à qui on va confier nos patients sans créer d'effets délétères. Donc, tout patient qui passe par le centre hospitalier de Quimper peut se voir remettre via mes confrères spécialistes ce petit dépliant qui va donc leur décrire le parcours patient qu'ils peuvent intégrer. Alors, le parcours patient, tel qu'il avait été imaginé initialement, donc, il avait comporté plusieurs étapes. Donc, il y avait typiquement, le patient se rend chez son médecin traitant ou un spécialiste. Le spécialiste ou le médecin traitant identifie un besoin de débuter cette activité physique ou de maintenir une activité physique pendant la thérapeutique. Alors, soit le prescripteur, le médecin généraliste ou le médecin spécialiste a la capacité de le prescrire, et donc il va aller directement l'orienter vers un effecteur, hein, vers une structure d'APA. Soit le médecin généraliste ou le médecin spécialiste n'a pas les capacités ou le temps ou la connaissance sur le terrain de ce qui peut être fait. Il peut l'adresser, son patient, à la plateforme Sport Santé, où le patient donc, va être vu par un médecin du sport qui va identifier pour la prescription médicale les contre-indications majeures à la pratique et les limitations en fonction de l'histoire du patient. Si besoin, le médecin prescripteur va initier une évaluation secondaire, hein, cardiovasculaire, bilan radiologique, pour vraiment affiner la prescription, et l'orienter à un APA pour un bilan en activité physique et un accompagnement vers une activité physique adaptée. Et bien sûr, l'objectif final, c'est bien sûr d'autonomiser le patient dans sa pratique. Donc, les 2 façons actuellement de pouvoir bilanter des patients sur la maison sport santé en termes de prescription médicale, donc on a mis en place 2 voies. Un hôpital de jour, c'est-à-dire que les patients viennent sur une matinée et sont vus par le médecin du sport, l'éducateur en activité physique qui réalise les tests de terrain et un bilan diététique, parce et notamment pour la cancérologie, eh bien, il y a une problématique nutritionnelle. François Carré vous l'a bien décrit tout à l'heure. Nos objectifs, nos cibles, c'est la prise de masse musculaire et la perte ou le maintien ou l'absence de prise de graisse viscérale. Donc, il est important que les apports soient en adéquation avec ces objectifs. Donc, ces patients voient ces 3 interlocuteurs et les revoient à 2 mois et à 6 mois pour des évaluations cliniques et de tests de terrain et anthropométriques pour la diététique. La deuxième filière d'accès à la prescription médicale sur la maison sport santé, c'est la consultation sport santé classique avec une consultation médicale et un bilan APA.
Alors finalement, comment ça se passe sur notre territoire? La maison sport santé de Cornouailles, donc on a identifié 50 structures différentes qui proposent du sport santé, la plupart labellisées ARS. Ces structures proposent 250 créneaux de sport santé via 31 activités différentes. Et ça, c'est fondamental puisque Justine en parlait tout à l'heure, l'important, c'est la motivation du patient. Donc plus on aura d'activités physiques différentes, plus on arrivera à motiver les patients et à leur donner envie de poursuivre l'activité s'ils ont beaucoup de plaisir à le faire. Donc, on a actuellement 31 activités différentes, on y reviendra tout à l'heure. Alors, quels sont les patients qui sont pris en charge? Bien sûr, par rapport aux confrères cancérologues, ce sont des petites cohortes, hein. Vous voyez que quand on a commencé en 2018, on est parti très, très petit. Et puis, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on voit au fil des années qu'il y a une augmentation importante du nombre de patients qui sont pris en charge. Et malgré la période Covid et le fait que j'étais partie 4 mois aux urgences refaire mon métier initial pendant le Covid, et ben, on a quand même augmenté beaucoup les chiffres de prise en charge. Alors, quels sont les patients qui viennent sur la maison sport santé? Vous voyez qu'en 2020, on a vu beaucoup de patients porteurs de cancer, parce que aussi on a une bonne relation avec nos cancérologues de l'hôpital de Quimper, et surtout parce qu'on avait un petit peu orienté le recrutement via certains cancers où il y avait le plus d'études scientifiques et de données qui justifiaient cette thérapeutique. Alors, spécialement au niveau des cancers, donc le nombre de patients porteurs de cancer qui ont été vus, donc au total, on a vu 130 patients porteurs de cancer. Vous voyez qu'au niveau de la prise en charge des âges de patients, on va au plus jeune à 28 ans et jusqu'à 84 ans. On va probablement ouvrir encore un petit peu plus parce qu'on a un projet d'HDJ pédiatrique avec nos collègues pédiatres, donc on verra plus d'enfants et plus de jeunes. Et puis, on a aussi des projets avec les gériatres, donc on va aussi, je pense, augmenter les âges de patients qui vont être pris en charge. Alors, quels types de cancers sont accueillis sur la maison sport santé? Eh bien, je le dis, c'est un petit biais de recrutement parce qu'on avait favorisé, donc beaucoup de cancers génicaux, beaucoup de cancer du sein, de l'urologie, du digestif, pas mal d'hémopathies malignes aussi, cancers cérébraux, les mélanomes. Enfin, voilà, c'est très diversifié. L'orientation des patients, eh bien, les patients viennent essentiellement du centre hospitalier de Quimper pour 2 raisons. La première, c'est qu'on n'a pas encore communiqué sur la maison sport santé à l'extérieur. Donc, ça va être fait très prochainement. Et puis, on voit beaucoup de patients avec beaucoup de comorbidités qui sont des patients adressés par les confrères et qui nécessitent une prise en charge un peu spécifique. Alors, quels sont les résultats? Je n'ai pas pu vous sortir les résultats pour l'instant en termes de répercussions d'indicateurs de santé. On pourra en reparler tout à l'heure si vous voulez. En tout cas, l'expérience de terrain, c'est que les résultats ils sont surprenants. On a des patients qui nous disent qu'on leur a changé la vie, qu'ils ne remercient pas le cancer d'être arrivé dans leur vie, mais finalement, ça leur fait découvrir l'activité physique et c'est un changement fondamental. On a vraiment des résultats incroyables, même on parle je ne parle pas du cancer, mais sur le diabète, des patients qui normalisent leur glycémie. Enfin, il y a pas mal de résultats. On sortira bientôt les chiffres sur les répercussions de santé. En tout cas, l'objectif numéro 1 du parcours patient, c'est la mise en activité physique adaptée du patient. Et on voit sur les patients qu'on a accueillis, vous voyez qu'au bilan initial, on avait la moitié de patients qui avaient déjà une activité physique, les autres qui n'en avaient pas. Et on voit qu'à 3 mois, quand on les rebilante, eh bien, on a 80% des patients qui ont une activité physique. Pour les 20% de patients qui n'ont pas d'activité physique, il y a des biais parce que soit il y a eu quelques décès, ça peut arriver évidemment en cancéro, mais c'est surtout parce qu'il y a des patients qui ne sont pas revenus parce que finalement, dès le premier bilan en hôpital de jour, eh bien, ils ont trouvé une autonomie et ils n'ont pas eu besoin de revenir sur la plateforme. Ils sont pris en charge par les APA sur le terrain, pris en charge par leur médecin traitant et n'ont plus besoin de venir sur cette structure. Donc, le chiffre de 80% est minoré. Je pense qu'on est plutôt proche des 95% de patients qui ont une activité physique à 3 mois. À 6 mois, c'est pareil. On a 73% des patients qui ont une activité physique adaptée. Pareil, la plupart des patients ont déjà instauré ça dans leur mode de vie, sont pris en charge en extérieur et n'ont plus besoin de revenir sur la maison sport santé. Donc là, pareil, les chiffres sont minorés.
Alors, qu'est-ce qu'ils font, nos patients, quand ils arrivent pour l'instant à la maison sport santé? Souvent, ils ont, ceux qui ont une activité physique, ils font de la marche essentiellement. Et puis, on va leur conseiller, pour reprendre la masse musculaire, de faire d'autres choses pour compléter et faire du renforcement musculaire et travailler la composante d'endurance. Ils vont diversifier leur pratique en faisant, voilà, un petit exemple, petit panel de ce qu'ils peuvent faire en activité physique, toujours adapté. Donc là, les patients qui viennent à la maison, qui passent par le centre hospitalier de Quimper ou qui viennent adressés par le médecin traitant, il y a un numéro de téléphone auquel ils peuvent appeler. On favorise la prise de rendez-vous par le patient lui-même. Comme on disait tout à l'heure, c'est basé sur l'entretien motivationnel. Donc, je pense que déjà, la première des choses, c'est que ce soit le patient qui fasse la démarche d'appeler. Et ça, on a de meilleurs résultats. Néanmoins, quand parfois il ne manque pas grand-chose dans la motivation, certains de mes confrères nous adressent un courrier et on les convoque sur la maison sport santé. Alors, en pratique, comment ça se passe? On va faire je vous propose un cas clinique, un cas assez simple. Donc, j'accueille Claire, donc, qui a 49 ans, qui est mariée, qui a 2 enfants, qui réside à Quimper, qui est psychologue de formation. Elle a pratiqué la natation dans l'adolescence. Elle n'a plus d'activité sportive depuis sa dernière grossesse, il y a 15 ans. Elle a très peu d'antécédents. Elle a une dysthyroïdie qui est suivie mais non traitée, une entorse de cheville droite mais qui est non séquelaire. Pas de facteur de risque cardiovasculaire. D'un point de vue familial, il y a un terrain carcinologique. Et elle m'est adressée en consultation par l'infirmière d'accueil du parcours santé du centre hospitalier de Quimper dans un contexte de néoplasie mammaire. Alors, quand je vois Claire, elle se présente devant moi, c'est une personne qui, quand je lui pose la question de savoir pourquoi elle vient nous voir, eh bien, elle ne sait pas trop, en fait. C'est son infirmière d'accueil qui lui a dit que il y avait de la chimio, la radiothérapie, et que peut-être ça serait bien qu'elle fasse aussi de l'activité, du sport. Donc, mais finalement, elle ne sait pas trop pourquoi elle est là. Elle a débuté sa radiothérapie après la chimio et la chirurgie, et donc se dit que finalement, si on dit que c'était important de le faire, il fallait peut-être commencer. C'est une patiente qui, quand je la vois, elle est sur la défensive, hein, elle est assez fermée, elle est en plein parcours cancer, mais elle décrit quand même une certaine fatigabilité à l'effort, mais aussi dans la vie quotidienne. D'un point de vue anthropométrique, elle a un morphotype qui est standard. L'examen cardiovasculaire est sans particularité. À l'examen clinique, on a très peu de limitations articulaires, quelques adhérences sur la cicatrice. Donc, dans ce contexte, il n'y a pas de contre-indication à la pratique sportive. Elle a quelques limitations uniquement au niveau du membre supérieur gauche à cause des adhérences. Donc, je vais lui prescrire de l'activité physique type reconditionnement à l'effort, puisqu'elle a très peu d'activité physique au quotidien, elle a très peu pratiqué de sport, donc il faut la reconditionner à l'effort pendant ce parcours et initier un travail complémentaire de renforcement musculo-squelettique. Donc, je vais lui proposer une prescription d'activité physique. Voilà un exemple de ce qu'on utilise avec mon collègue Dr Falcos, qui travaille aussi au département sport santé. Donc, c'est une prescription classique. Il n'y a pas un modèle, mais il y a plusieurs. Voilà, donc activité physique, une séance par semaine. Le nombre de séances est un peu à titre indicatif. Ça peut changer en fonction des échanges qu'on aura aussi avec l'éducateur sur le terrain. Donc, la recommandation, c'est 1 heure d'activité physique modérée par semaine, en complément de son activité physique modérée quotidien, et une séance de renforcement musculaire d'environ 45 minutes. Donc, l'activité initiale, dans le cadre du reconditionnement à l'effort, c'est une activité qu'on appelle cardio-training. Mes collègues APA, tout à l'heure, vont vous expliquer en quoi ça peut consister. Il n'y a pas de contre-indication et pas de limitation mineure concernant le membre supérieur gauche. Voilà, je vais passer la parole à Julie. Il n'y a pas besoin de marquer beaucoup plus sur votre prescription. Ce qui est super important, c'est la contre-indication, là il n'y en a pas, et la limitation. Donc, elle est accueillie par Julie. Voilà, merci. Donc, du coup, en fait, moi, je suis intervenue un tout petit peu avant. Je l'ai accueillie avant qu'elle fasse sa consultation avec le docteur Jacolo. Donc, elle a été orientée par le parcours cancer de l'hôpital. Et donc, moi, j'ai commencé avec un certificat médical. Donc, au niveau de l'association, en fait, on propose, nous, 3 activités différentes. Il y a cardio, renforcement musculaire, il y a pilates et il y a marche nordique. Donc, en fonction de la motivation et des envies de la patiente, du coup, elle a choisi de commencer par une activité pilates. Donc, en fait, le pilates, il va rentrer dans le renforcement musculaire.
Donc, donc elle a fait un bilan avant. Je ne reviendrai pas dessus parce qu'on vous l'a expliqué avant. Donc, on a fait passer des tests physiques, on a fait passer des questionnaires pour évaluer sa condition de base. Alors, j'explique rapidement parce que j'ai toujours plein de questions sur le Pilate en me demandant ce que c'est. Donc, du coup, c'est une méthode douce avec des placements précis, des mouvements lents et une respiration profonde qui vise à renforcer les chaînes profondes du corps. Alors, pourquoi ça s'appelle Pilate? Tout simplement parce qu'elle a été mise au point par un monsieur qui s'appelle Joseph Pilate et on en a gardé le nom. Alors, il faut savoir que le Pilate, c'est une activité qui est de plus en plus proposée dans le cadre du cancer du sein, avec une petite poignée d'études scientifiques qui en ont démontré les bienfaits. J'en ai trouvé 2 qui se sont penchées sur l'intérêt de la pratique du Pilate pour les femmes enceintes, atteintes d'un cancer du sein. Une qui date de 2012 et une autre qui date de 2010, qui ont mesuré l'impact d'un cycle de Pilate sur les paramètres physiques et psychologiques. Donc, ils ont évalué en fait les performances physiques, la fatigue et la qualité de vie. J'y reviendrai un tout petit peu plus tard sur les résultats au cours de mon intervention. Donc, cette patiente, en fait, elle va effectuer des mouvements qui sont codifiés. En Pilate, il y a à peu près entre 14 et 16 mouvements qui vont être travaillés. Et c'est effectué au sol. Donc, j'insiste là-dessus, c'est du sol, le Pilate. Elle va travailler dans différentes positions, mais toujours autour d'une position qu'on appelle neutre. Donc, j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. En Pilate, vous allez travailler sur 2 types de mouvements. Les mouvements sont soit de type renforcement musculaire, avec un travail sur les chaînes antérieures, postérieures et latérales. Généralement, on voit tout sur une séance. Et on a également des exercices de mobilisation articulaire, notamment au niveau du rachis et au niveau de l'épaule. Alors, cette patiente, elle a effectué son cycle de Pilates sur une durée de 4 mois, à raison d'1 heure par séance. Donc, les séances, elles se déroulent en dehors du centre hospitalier. On est dans une salle de sport municipale. Alors, très rapidement, lors des premières séances, parce que ça fait partie de la base du travail, il y a un apprentissage de placement et de posture. Donc, elle va apprendre à placer son bassin, engager son centrage. Ça, c'est primordial. Si vous envoyez votre patient faire du Pilates, il va apprendre à contracter le périnée et le transverse. Donc, c'est ce qu'on appelle le centrage. Elle va apprendre à travailler avec une colonne vertébrale allongée et elle va apprendre à abaisser et placer les épaules, notamment dans la lutte contre l'attitude de protection du sein. Et elle va également travailler sur sa respiration tout au long des exercices, puisque je lui ai demandé d'avoir une respiration en fait assez ample. À ce travail physique, derrière, on va associer un travail de prise de conscience du corps dans le mouvement et un travail de ressenti. Donc, je vais lui demander d'aller chercher un petit peu, de voir un petit peu ce qu'elle ressent, ce qui se passe dans son corps. Et donc, au-delà en fait des capacités physiques qu'on va travailler, il y a un gros travail sur toutes les patientes qu'on va avoir, notamment au niveau du cancer du sein, sur un travail de reprise de confiance en soi et de revalorisation du corps. Alors, au fur et à mesure de l'évolution des séances, en fait, je vais demander, il va y avoir une progression au niveau de l'amplitude articulaire, notamment au niveau de l'épaule. Il va y avoir un engagement musculaire plus important. Donc, les exercices ont des variantes et les variantes, elles sont de plus en plus dures. Donc, on va évoluer sur ces variantes. Je vais lui demander une coordination entre le mouvement des membres et sa respiration. Et surtout, je vais lui demander un travail d'appui sur le sein, côté opéré, bien évidemment, enfin côté lésé, sur l'avant-bras et sur la main. Donc, au final de ce cycle, la patiente, elle est en mesure de mobiliser davantage le bras, notamment tout ce qui est élévation. Et donc, du coup, ça renvoie à une des études que je vous ai citées tout à l'heure de 2012, en fait, qui démontrait des améliorations de l'élévation et de la rotation interne de l'épaule du côté affecté. Elle va être en mesure de prendre appui sur le bras du côté atteint. Elle va retrouver un meilleur tonus général avec un gainage un petit peu plus fort et elle va avoir une meilleure posture. Elle va également éprouver une sensation de mieux-être et de calme après la séance. Et pareil, donc du coup, je fais un lien avec les études que j'avais trouvées. Alors, les études étaient vraiment en lien, Pilates et cancer du sein. Donc, elle éprouve une sensation de mieux-être et de calme après la séance. Et donc, ces 2 études citées ont démontré en fait une amélioration de l'humeur et de l'image corporelle. Alors, en activité physique adaptée, on va avoir une approche un petit peu différente, une approche pédagogique différente, pour permettre à la patiente en fait de comprendre et de mémoriser les exercices. Elle va acquérir un petit bagage technique et elle va être en mesure en fait de refaire ces exercices à la maison. On va aller, par rapport à un cours classique, on va aller moins vite. On va prendre un petit peu plus de temps pour expliquer les mouvements et surtout, on va donner des variantes en cas de douleur ou de raideur musculaire, notamment
au niveau de l'épaule. Alors, pour terminer, donc, les séances, elles sont faites en petits groupes et ce petit groupe, eh ben, il a un impact très important sur l'assiduité en fait, de l'adhérente aux séances. Elle va venir pour se faire du bien physiquement, mais elle va également venir pour rencontrer et échanger avec des personnes qui vivent la même situation qu'elle. Et ça, en fait, ça les encourage. S'ils n'ont pas la motivation, ça va les encourager en fait à revenir sur les séances suivantes. Donc, à la fin de mon cycle de 4 mois, donc la patiente, l'adhérente, elle a refait un bilan de conditions physiques avec une amélioration de celui-ci. Donc, du coup, suite à l'évolution positive, la patiente, elle a été réorientée vers le docteur Jacolot pour pouvoir continuer à progresser au travers d'autres activités physiques adaptées. Et je crois qu'elle est partie avec une collègue, donc faire de l'aviron sport santé. Donc, voilà pour moi. Ouais, pour conclure sur ce dossier, en effet, on a revu la patiente après. Elle a initié un cycle d'activité nautique avec les Glénans de 8 séances. Elle n'était jamais montée sur un paddle, mais elle avait le renforcement nécessaire via le Pilate. Et actuellement, elle fait de l'aviron en club régulièrement. Donc voilà un cas assez simple. Alors pour les confrères cancérologues, je pense que ça peut être, vous pouvez prescrire. Maintenant, la discussion avec vous, ce sera sûrement de voir comment le mettre en œuvre dans vos consultations qui sont déjà chronophages. Donc là, c'est une discussion qu'on va avoir avec vous, je pense, pour savoir comment l'intégrer, à quel niveau et pour vous faciliter la prescription. Alors, on va rapidement, parce que je crois qu'on a été un peu juste au niveau timing, faire un deuxième cas qui va vous montrer que même chez des patients plus compliqués, eh bien, on peut prescrire l'activité physique et on peut faire beaucoup de choses. Je vais reprendre la main sur mon diaporama. Alors, le deuxième cas, rapidement, donc, il s'agit d'Alain qui a 73 ans, qui est retraité, ancien chauffeur-livreur. Il habite à Concarneau, dans un appartement rez-de-chaussée. Il vit seul. Alain a donc une néoplasie du larynx qui a été traitée par radiothérapie, chimiothérapie. Il est BPC au post-tabagique, sevré depuis 6 mois. Il a une épilepsie qui est non traitée mais stable. Il est en surpoids avec une IMC à 28. D'un point de vue ostéo-articulaire, il a une arthropathie dégénérative de genou, une lombalgie mécanique. Il est sédentaire et puis inactif puisqu'il marche environ 10 minutes à l'heure minime tous les jours pour acheter son journal. C'est sa seule activité de la journée. Il a des traitements bronchodilatateurs, un antidépresseur et un alpha bloquant. Alors, je vois Alain, il a une masse musculaire très faible, malgré un surpoids, mais une masse musculaire faible. Donc, il a une sarcopénie, une fonte musculaire importante due à son parcours cancer, à la sédentarité et l'inactivité physique. Pas de problématique il a eu un bilan cardiovasculaire avec une limitation quand même au niveau fonctionnement cardiaque et une épreuve d'effort, avec un fonctionnement à 60 watts pour l'épreuve d'effort. Il a eu des EFR qui montrent une limitation de son VMS. Au niveau locomoteur, il a un enraidissement du rachis lombaire et un genou gauche avec un petit épanchement modéré. Donc, l'objectif d'accompagnement et de prescription pour Alain, donc c'est aussi lui un reconditionnement à l'effort et un renforcement musculo-squelettique. Il y a des contre-indications à la pratique, notamment tout ce qui est vitesse, explosivité et sport nautique de par l'épilepsie, de par son épilepsie. En termes de limitation, eh bien, on va limiter la charge sur les membres inférieurs et sur le rachis, et puis on programmera potentiellement une épreuve d'effort. Au vu de la situation sanitaire, le patient aurait pu bénéficier d'un travail de réhabilitation respiratoire. Néanmoins, il n'y aura pas accès avant 6 mois post-Covid. Donc, je l'adresse à Actisport pour un bilan d'activité physique et un accompagnement à la pratique. Je réalise une prescription médicale via le support d'Appui Santé en Cornouailles. Vous pouvez tous le trouver en ligne, donc c'est simplifié, mais ça suffira pour les appâts sur le terrain. Donc, je coche la case « Autorise la pratique d'activités sportives » avec des limitations. Donc,
Il vaut mieux cocher plus de choses pour que les appâts fassent vraiment attention. Donc, il vaut mieux mettre beaucoup plus de limitations que pas assez pour qu'il n'y ait pas d'effet secondaire après la pratique. Donc, la fréquence des séances, c'est 2 séances par semaine si possible. Et la durée de séance, entre 45 et 60 minutes, adaptée au ressenti du patient lorsqu'il vient en séance. Donc, je remets ce certificat à Alain qui va donc rencontrer Justine chez ActiveSport. Voilà, donc du coup, c'est vrai que sur la prise en charge, nous, en effet, on n'a pas toutes ces informations-là en amont, on a essentiellement la prescription médicale. Donc le bilan de départ va nous permettre de connaître et d'avoir un petit peu toutes ces informations-là, parce qu'on échange quand même quasiment pendant 1 heure avec les personnes. Et ce bilan-là va vraiment me permettre de cibler les objectifs. Donc j'ai les objectifs que Laure aura pu identifier pendant la consultation médicale. Et j'ai aussi les objectifs que nous, on va pouvoir avoir avec le patient. Parce que ce patient-là, quand on échange avec lui, on voit qu'on peut travailler sur plein de choses. On peut travailler, donc c'est une personne divorcée, sa fille habite loin, donc on peut travailler sur l'isolement social. Est-ce qu'on peut travailler sur les effets du traitement de la chimiothérapie, donc la fatigue, s'il y a eu des effets secondaires. On peut travailler aussi sur l'anxiété. C'est une personne qui est en sevrage tabagique depuis 6 mois, mais est-ce que du coup, il y a une source de stress qui est plus importante? On peut aussi travailler sur la sédentarité. On voit que c'est quelqu'un qui ne marche pas beaucoup, donc c'est de l'amener à bouger davantage. Donc, est-ce qu'on va travailler ça en priorité? Est-ce qu'on va travailler sur la morphologie? On voit qu'il y a un surpoids. Est-ce que c'est quelque chose qui le gêne dans le quotidien? Donc, de travailler peut-être éventuellement sur ça. Et puis, on a les douleurs, lombalgie, genou. Est-ce que c'est des douleurs importantes? Est-ce que c'est gênant dans le quotidien? Est-ce que ça l'empêche de faire des choses? Est-ce que ça va être ça la priorité? Est-ce que c'est la force puisqu'on a une sarcopénie? Donc, est-ce qu'il y a des gestes du quotidien qui sont rendus impossibles parce qu'il y a une faiblesse musculaire? Ou est-ce que ça va être l'essoufflement du fait de sa BPCO? Donc, en fait, nous, ça va vraiment d'identifier tout ça et de voir qu'est-ce qui va le gêner le plus dans son quotidien. Parce qu'évidemment qu'on ne pourra pas tout traiter en très peu de temps. Donc, il va falloir que nous, on cible assez rapidement ce qui est le plus contraignant et ce qui gêne le plus le patient et le futur pratiquant dans son quotidien. Et à partir de ça, on va identifier, on va poser ensemble un objectif. Et c'est ça qui va nous permettre justement de pouvoir l'orienter sur une activité plutôt qu'une autre. Au sein de l'association, on a plusieurs activités qui vont travailler les différentes dimensions de la capacité physique, l'endurance, la force, la souplesse, etc. Donc vraiment, l'idée, c'est de pouvoir voir avec lui aussi sur son passé sportif, est-ce qu'il en a déjà fait ou pas. Je crois que ce monsieur avait, dans sa jeunesse, fait du foot un petit peu. Donc, du coup, voilà, c'est peut-être aussi de reprendre ça, savoir si c'était une activité plaisir, une activité plutôt compétition. Est-ce que c'est une activité qui se projetterait pouvoir refaire? Toujours, hein, quand je parle d'activité physique adaptée, hein, quand je parle de football, c'est toujours des pratiques adaptées, évidemment. Et donc voilà, sur la prescription, je vois que dans l'idéal, ce serait que cette personne pratique 2 fois par semaine. Je vois qu'en effet, qu'elle fait très peu d'activité physique au quotidien. Donc, c'est aussi de le renseigner un petit peu sur refaire le point avec lui sur les recommandations, voir s'il se sent capable de faire plus que 10 minutes par jour. Déjà aussi le valoriser sur le fait que 10 minutes, c'est déjà bien, parce que déjà 10 minutes, il y a un effet positif sur le corps, même s'il va falloir progressivement augmenter. Mais c'est d'aller un petit peu sur ces recommandations-là avec lui pour lui dire c'est bien de venir nous voir 2 fois par semaine, mais les autres jours de la semaine, il faut aussi pratiquer de l'activité physique et comment on peut mettre en place tout simplement, on voit bien que c'est une personne qui habite au rez-de-chaussée, en appartement, donc il n'a pas de jardin, pas forcément d'animaux à s'occuper. Donc là, moi, c'est plein d'indicateurs, tout ça, qui vont me faire dire que cette personne, en effet, elle n'a pas beaucoup de moments ou d'occasions de se bouger. Et donc, c'est de travailler là-dessus aussi avec elle. Une fois qu'on aura échangé là-dessus, ça va être de l'orienter, je pense que j'ai un profil comme ça, c'est de l'orienter sur 2 activités qui vont être complémentaires et différentes. Donc une activité cardio, on va pouvoir travailler l'endurance, on va travailler en décharge, au niveau des membres inférieurs et du rachis également. Et on va travailler un petit peu en renforcement musculaire sur cette partie-là, même si ça va pas être la dominante, mais vraiment sur, de l'endurance cardio-respiratoire. Et une deuxième activité qu'on propose, nous, qui s'appelle Postural Ball, mais qui reprend un petit peu le travail de Pilates, mais qui a des principes différents, mais qui va permettre de travailler aussi en décharge, puisqu'on est sur un Swiss Ball, qui va permettre de travailler du renforcement musculaire et qui va permettre de travailler la détente et la relaxation. Donc, avec ces 2 activités, on peut permettre de prendre en charge la personne dans sa globalité et d'aller sur les différents points qui auront pu être du coup vus pendant l'entretien. Donc voilà, après l'idée c'est vraiment de lui proposer aussi ces séances d'essai, de découverte, de mise en route
je vais pas vous faire le détail de ce qu'on peut mettre dans les activités, mais c'est de travailler sous différentes formes, toujours amener quelque chose de ludique. On peut travailler en pyramidal, en Tabata, en HIIT, on peut travailler sur plein de modèles différents pour vraiment lui montrer qu'il est capable de faire beaucoup de choses, et même dans un groupe, même si on ne travaillera pas tous aux mêmes intensités. Et donc voilà, dans un premier temps, c'est comme ça que je vais intervenir avec cette personne, c'est de refaire un point aussi au bout d'un mois. Alors évidemment, aux premières séances, on prend le ressenti, mais au bout d'un mois, c'est de reprendre peut-être 10 minutes, un quart d'heure s'il faut avec la personne pour… voilà, ça fait 8 séances que vous avez eues d'activité physique. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous sentez déjà les premiers bénéfices? Parce que souvent, au bout de 3 semaines, un mois, il y a déjà des bénéfices qui sont largement perçus par la personne, le plus souvent. Donc, c'est refaire le point avec eux. Et puis, ensuite, on travaille beaucoup aussi avec l'échelle de bord pour surveiller les intensités de la personne, pour voir si justement… parce que là, sur cette prescription médicale, j'ai aucune indication. Donc, les tests de conditions physiques, je vais lui faire passer, vont me donner une base. Mais c'est vrai que je travaille beaucoup avec l'échelle de bord pour aussi avoir le niveau d'activité que la personne, comment elle le perçoit. Alors, sur cette prescription médicale, comme c'est quand même un cas complexe, on peut travailler beaucoup de choses. Ce que je disais avec Laure, c'est que c'est vrai que quand vous avez des cas complexes, qui peut être intéressant, moi je vois là, du coup, je suis partie sans me baser sur l'épreuve d'effort, parce que je ne l'ai pas sur la prescription médicale, sans l'EFR, puisque je ne l'ai pas sur la prescription médicale. Après, ça, c'est des infos qui peuvent nous être intéressantes, nous, pour gagner du temps. Parce qu'avec cette personne-là, peut-être que donc, je vois que sur l'épreuve d'effort, elle peut aller à 60 watts, peut-être que j'aurais pu démarrer plus bas, peut-être aussi que j'aurais pu démarrer trop fort et peut-être un peu trop fort. Donc, cette information, elle est quand même assez importante pour nous. Donc, c'est vrai que quand il y a des profils, eh ben, s'il y a une épreuve d'effort qui peut être faite, et je pense que du coup, les maisons sport santé peuvent aussi être des ressources à ce moment-là, pour pouvoir nous donner ces indications-là, et nous donner aussi une indication sur, c'est vrai que l'épreuve, le VEMS, c'est quelque chose d'intéressant, parce que ça me fait dire que sur du terrain plat, cette personne, elle va vite s'essouffler. Donc, c'est aussi de travailler à partir de ces données-là. Donc, la prescription de base, elle va nous donner, elle va nous suffire. Donc, c'est vrai que la prescription médicale, elle doit rester simple. Après, nous, si vous avez d'autres informations, il ne faut pas hésiter à nous les transmettre, les informations que vous pouvez nous transmettre, qui vont vraiment nous aider à accompagner encore plus la personne dans sa pratique d'activité physique. Voilà, pour faire très rapide, et comme je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pris par le temps, du coup, là, c'est un peu ma prise en charge que je proposerai. Et puis après, on refait des bilans, on refait des tests au moins… quand on a une personne qui reprend, à 6 mois, on refait un bilan, et à 1 an, on refait un bilan. Et après, c'est des bilans annuels quand les personnes sont poursuivent l'activité sur du long terme. Et cette personne, pourquoi pas l'amener sur une activité multisport dans 1 an, dans 2 ans, où elle va pouvoir peut-être se sentir plus à l'aise, et d'aller sur un petit groupe collectif d'activités plus dites sportives, mais toujours adaptées. Voilà. Merci Justine. Marlène, un petit mot peut-être? Là, c'est vrai le programme était bien plein. Est-ce qu'on prend quelques questions? J'ai l'impression qu'il y a une question qui revient assez souvent, c'est la prise en charge financière. Mais est-ce que quelqu'un veut prendre la parole peut-être pour poser une question? On avait Karine Bidot qui voilà, évoquait la notion de charge financière. Et y a-t-il d'autres pathologies prises en charge? Pour le moment, il y a une discussion sur le diabète. Le décret n'est pas encore sorti. Diabète de type 2. Ce qu'il faut bien comprendre, la problématique qu'il y a actuellement, c'est qu'en réalité, on est ennuyé pour la prise en charge, dans le sens où la prise en charge par la sécurité sociale ne peut s'adresser qu'à des actes soignants. Or, les enseignants d'activité physique adaptée ne font pas partie du personnel soignant. C'est pour ça que, par exemple, pour la prise en charge qui a été proposée par les cancers, et c'est la même chose pour les psychologues et les diététiciens, eh bien, c'est l'ARS qui va régler le financement, ce n'est pas la sécurité sociale qui va le prendre en charge. Donc, en fait, il y a cette petite problématique qui a l'air de rien, mais qui, en fait, limite un petit peu les possibilités, puisque légalement, ce n'est pas possible que ce soit pris en charge dans le sens où on l'entend, nous, habituellement. Pour les kinésithérapeutes, ça ne devrait pas poser de problème, par contre, mais pour tout le personnel ou les personnes qui sont… Après, il ne faut pas noircir le tableau plus qu'il n'est, c'est-à-dire qu'il y a les mutuelles, il y a pas mal de mutuelles qui donnent des chèques, qui donnent des
des actions. Il y a aussi des municipalités, hein. Par exemple, Strasbourg a été, et Biarritz aussi ont été précurseurs. Donc, ils proposent dans leur territoire de prendre en charge les personnes qui n'ont pas les moyens de payer leurs cotisations. Donc, voilà, il y a des choses qui se mettent en place. Hein. Mais c'est vrai que… ça viendra progressivement, petit à probablement. petit, voilà, le reproche principal qui nous est fait, qui m'étonne toujours, c'est que on n'ait pas d'études coût-bénéfice. Comme je le dis gentiment et sans vouloir provoquer aucune polémique, je ne suis pas sûr que tous les médicaments qui soient remboursés par la Sécurité sociale, il y ait eu des études coût-bénéfice réelles, et en particulier, je pense à certains médicaments dans les cancers qui valent très très cher pour une augmentation de la durée de vie relativement modérée. Et là, personne ne parle de… Donc, je suis toujours très étonné. Il y a eu des études coût-bénéfice faites en Suisse, faites au Canada, faites dans les pays scandinaves, faites aux États-Unis. Et là, on nous répond, oui, mais ça n'a pas été fait en France. Alors, effectivement, je me permets de penser qu'il y a un petit peu de mauvaise foi là-dedans. Mais comme le dit Sophie et comme je le dis, la loi du sport sur ordonnance, pour moi, c'est un formidable détonateur. Ça nous a permis de lancer de plein de choses. Sinon, on n'en serait pas déjà, par exemple, en train d'en parler ensemble aujourd'hui. Hein, donc ça, il faut le reconnaître. La route est encore longue. On sait aussi que dans notre pays, l'administration et la bureaucratisation occupent une place majeure, que tout est compliqué. J'étais surpris, Sophie était présente avec moi à une dernière réunion de l'ARS, du nombre de structures. Hein, il y avait je ne sais pas combien de personnes, combien de structures qui étaient là pour l'activité physique. Et ce n'est vraiment pas des choses très simples. Mais pour répondre à votre question, ce n'est pas demain, voilà. Mais je pense qu'on n'a jamais été dans une telle ambiance de prise en compte des risques de l'inactivité physique et de la sédentarité. Si je peux juste rajouter, parce que moi, c'est des questions que j'ai tous les jours avec les adhérents qui viennent chez nous et qui souhaitent s'inscrire. En effet, on n'a pas… les mutuelles commencent à prendre en charge de plus en plus. Hein, nous, on fait de plus en plus de factures pour les adhérents. On a des personnes qui sont en situation de grande précarité qui, pour information, s'ils sont suivis par une assistante sociale ou par le CCAS, des aides existent au niveau du conseil départemental. Donc, c'est des outils qu'il faut aussi pouvoir utiliser. En tout cas, ça fonctionne bien pour certaines personnes en grande précarité. Et ensuite, la prise de conscience aussi de l'intérêt de l'activité physique. Il y a des personnes qui démarrent avec une seule activité physique parce que leur budget ne permet que de faire une seule activité physique. Quand ils ont vu les bienfaits que ça leur apporte, ils sont aussi prêts à investir un peu plus d'argent dans l'activité physique. Donc, il y a aussi évidemment… on peut entendre tout ce qui est le coût-bénéfice-risque, que ça doit être pris en charge, mais en tout cas, les patients ou les futurs pratiquants sont prêts, quand ils voient les bénéfices que ça leur apporte et ce que ça peut changer dans leur vie, à aussi investir de l'argent pour mettre… ça fait partie de leur santé. Donc voilà, mais il existe quand même, je ne sais pas moi, je n'ai pas de chiffre exact, mais sur 120 personnes qu'on a vues depuis septembre, j'ai 90 personnes qui ont pris en charge leur activité. Pour une partie, c'est de la prescription médicale avec un remboursement sécurité sociale. Il y a peut-être sur les 120, j'en ai 10 qui n'ont pas pu, pour raison financière, commencer l'activité physique. Donc ça reste aussi minime, et donc il faut se dire que ça doit être des choses qui doivent évoluer. Mais en tout cas, il y a la MDPH aussi. Ouais, je vois qu'il y a aussi la MDPH qui est aussi une ressource pour les personnes qui sont en situation de précarité, qui peuvent bénéficier d'une aide MDPH. En fait, comme le dit Justine, quand on regarde les études qui ont été faites sur les freins à l'activité physique pour les patients, le frein financier n'apparaît pas en premier, en réalité. Donc, il ne faut pas non plus que nous allions dans le sens c'est pas remboursé. Je crois qu'il faut essayer, il faut proposer, et puis les personnes, comme le dit Justine, qui sont dans les plus grandes difficultés, celles-là, on va les prendre en charge particulièrement. Mais de toute façon, la loi du sport sur ordonnance, et moi je trouve que cet esprit était bon, le but c'est de donner l'autonomie à la personne pour qu'elle puisse continuer l'activité physique. Donc ce qu'il faudrait simplement, c'est que si remboursement il y a, ça va être un remboursement pendant un certain nombre de séances qui vont permettre à la personne de continuer toute seule. Il est bien évident qu'on ne va pas pouvoir prendre en charge, vu que le traitement est à vie,
quand vous voyez le nombre de la population, le nombre de personnes qui bénéficieraient de l'activité physique, vu le nombre de personnes qui sont touchées d'affections chroniques, ce serait complètement utopique de penser qu'on va pouvoir financer tout. Par contre, comme on finance les substituts nicotiniques pendant une durée pour les gens qui veulent arrêter de fumer, pourquoi pas financer les premières séances pour qu'après qu'ils soient passés entre les mains des enseignants d'activité physique adaptée, des kinés, des éducateurs sportifs, quand ils ont vu les bienfaits que ça leur fait, d'eux-mêmes, ils auront envie de continuer. Moi, c'est plus dans ce sens-là où je vois la chose. Il ne faut pas non plus toujours dire oui, mais on ne fait rien, c'est pas pris en charge, etc. Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui existent, quoi. Oui, en effet, si je peux compléter, dans beaucoup d'enquêtes, il y a eu des tests de médecine générale ou des enquêtes de terrain faites par des collectivités locales. Quand on pose la question à la population, qu'est-ce qui vous freine à pratiquer de l'activité physique? Le frein financier, il vient en 7e ou 8e position, hein. Le premier, c'est vraiment l'absence de motivation ou je ne sais pas, j'ai jamais fait de sport, je me vois pas faire ou me montrer devant les autres ou je ne sais pas vers qui me tourner. Voilà. Et puis on plaide aussi quand même beaucoup pour que les gens soient un peu acteurs de leur santé et ne soient pas complètement passifs, que tout soit gratuit. On connaît vraiment l'effet très néfaste du tout gratuit, que les gens soient, même si c'est symbolique, qu'ils aient à investir 1 ou 2 € sur une séance d'activité physique. On pense que c'est vraiment important, voilà, à part pour vraiment les très démunis pour qui on trouvera toujours une solution par les services sociaux ou par peut-être la sécurité sociale un jour, hein. Peut-être que la CMU sera peut-être un jour un motif de remboursement de sécurité sociale. Pour le moment, remboursement par la sécurité sociale directe, il n'y en a pas. Mais dans le cas du cancer, l'appel, donc les financements qui ont pu être débloqués par l'ARS vont être reconduits cette année, hein. J'ai eu confirmation ce matin que l'appel à projet serait reconduit cette année. Il devait paraître à la fin du mois d'avril. Ça sera sans doute un tout petit peu reporté, mais il paraîtra encore avec le même volume, 430 000 € à peu près pour la région. Donc voilà, c'est pas un remboursement direct sécurité sociale vers le pratiquant, mais c'est via des projets que des structures sportives ou médicales vont pouvoir déposer pour prendre en charge, organiser les soins de support. Je crois qu'il y a monsieur Bénard qui a levé la main virtuelle depuis un petit moment. On va lui donner la parole peut-être? Oui, bonjour, merci. C'est bon, c'est vraiment très intéressant et bon, moi je suis convaincu depuis bien longtemps de l'activité physique, donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. J'exerce là depuis 2 ans dans un territoire qu'on appelle désert médical, à Louvigny du désert, c'est bien nommé, au nord de Fougères. Et je peux vous assurer que les patients que je vois, les personnes que je vois sont… Là, ce n'est pas des déserts, il y a énormément de populations et avec des populations très défavorisées financièrement et avec des maladies chroniques très importantes. Autant vous dire que sur mes consultations, je dirais qu'entre 50 et 70% des personnes que je vois pourraient bénéficier d'activités physiques adaptées, c'est évident. Bon, la problématique, elle est qu'effectivement, pour l'instant, on n'a pas, on va dire, de filière bien identifiée pour pouvoir adresser. Ça, c'est le premier point. Et effectivement, il y a peut-être quelques profs de sport APA sur Fougères, mais je ne sais pas si en fait ils pourraient bénéficier du forfait des 150 € là, dont vous avez parlé ou pas. Et effectivement, ça pourrait être intéressant de l'identifier. Donc ça, c'est le premier point. Donc, voilà, si c'est le cas, ça pourrait m'intéresser de le savoir. Le deuxième point, c'est qu'on a un petit peu un projet de mettre en place de l'activité physique et de l'alimentation, enfin, un projet nutrition et bien-être qui est en train de germer. Et si vous pouvez me faire passer les informations de l'appel à projet, je suis preneur. Et le dernier point, une dernière question, qui est plus technique, c'est que je vous entendais parler effectivement de watts, de VEMS. Bon, c'est certain que si on veut aller un peu plus loin sur l'APA, si on veut être un peu plus puissant en termes d'efficacité, on a besoin d'avoir des caractéristiques techniques, métriques assez précises. Moi, médecin généraliste, en dehors du 220 moins l'âge, en termes de niveau de fréquence cardiaque, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on ait des téléconsultations de médecine du sport déportées sur Louvigny du désert quand effectivement on a besoin d'un appui plus spécialisé pour guider de manière plus précise l'APA. Donc c'est un peu ça la question aussi. Je vous remercie en tout cas pour la présentation.
C'est une piste intéressante. Je vais juste, avant de laisser la parole à Laure ou François, peut-être sur l'idée de téléconsultation, hein, pourquoi pas, de téléconseil, juste à Fougères, et vous avez la structure dans Fougères, Sunrise, qui est avec Marie Tellier, qui est responsable de la propriétaire de la salle, qui est STAPS APA et qui propose, qui est référencée dans le cadre du plan régional sport santé bien-être et qui propose pas mal de choses en activité physique adaptée. Après, le financement, dans le cadre de l'appel à projet ARS, il ne peut venir que sur dépôt d'un projet de prise en charge et de mise en place d'un parcours patient. Donc, on pourra par le groupe là, faire passer l'appel à projet, l'information de l'appel à projet quand il sortira. Mais après, il faut que ça passe par un projet. Et ne pas hésiter à se rapprocher de Monsieur Lévy au niveau Oui, de l'Agence régionale de santé. On ne manquera pas de vous mettre aussi les coordonnées. Et peut-être parce qu'initialement, cette visio était pour le territoire aussi cornouailles, mais au regard du sujet, on l'a ouverte. Je vous propose juste un partage d'écran sur notre portail Appui Santé en Cornouailles pour les participants Cornouailles. Du coup, hein, nous avons une rubrique après cancer et vous retrouverez justement le projet, donc avec une petite vidéo très synthétique d'1 minute sur le projet, et ainsi que le formulaire de prescription qui a été aussi présenté par Dr Jacolo. Donc n'hésitez pas, et voilà, c'est pour le coup un chouette projet qui a été porté en collaboration avec justement la Maison Sport Santé, les établissements de santé, les associations de patients, le 3C, Appui Santé, et la CPTS, et voilà, un certain nombre d'acteurs, et on espère aussi qu'avec ce type de projet, voilà, on puisse créer du lien, du maillage, des outils, et bien sûr dans l'intérêt des personnes. Mais voilà, si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le portail, chercher les informations. Alors bon, il est 14h08, c'est assez frustrant, mais bon, on va devoir peut-être conclure. Alors, ce qu'on vous propose, on va parcourir l'ensemble du chat. On va prendre le temps de répondre avec Sophie Chat ainsi que tous les intervenants, répondre aux questions. Et puis, il y a eu parfois pas des questions, mais des remarques. Donc, on ne manquera pas de spécifier ces remarques. Et donc, je vous remets un petit texte, hein, n'hésitez pas, on n'a pas pu identifier, enfin, il nous reste 2 personnes qu'on n'a pas pu identifier, on a mis des petits messages privés, mais n'hésitez pas, hein, si vous n'êtes pas inscrit, à nous mettre le petit mail à apac@appuisantécornouailles pour qu'on puisse vous envoyer l'ensemble des supports. On conclut du coup, Sophie Chat. Oui. C'est frustrant, mais bon. C'est frustrant, on Voilà, savait que ça serait compact, hein, cette intervention. Après, on est ravis d'avoir pu utiliser finalement les nouveaux outils. Tout le monde s'est mis au Zoom et c'est très bien. Je pense que ça ouvre des perspectives parce que ce genre de réunion n'aurait absolument pas été possible en présentiel. Donc, c'est à vous de nous faire savoir maintenant si vous souhaitez qu'on programme éventuellement une deuxième session, peut-être pour aller un peu plus loin sur les discussions ou faire des focus. On se tient à votre disposition et en tout cas, je suis ravie de cette collaboration. Voilà, ça va dans le sens de la synergie et de la mise en réseau de tout le monde et de tous les acteurs médicaux, sportifs, etc. Et je trouve que c'est super. Voilà, Marlène, je vous laisse le mot de la fin. Non, merci vraiment aux intervenants qui ont contribué aujourd'hui, mais surtout en amont, à Claire aussi Normand du coup de Appui Santé qui a largement travaillé avec Sophie Chat aussi sur cette Claire. Action. Hein, donc merci Claire, voilà, petite vidéo. De rien. Donc, de rien, merci à tout le monde d'avoir participé. Ouais. Merci. Et puis on continue, n'hésitez pas, comme je dis, le petit mail pour nous mettre vos retours et comme voilà, nous dire si vous êtes aussi intéressé par d'autres sessions et que probablement on mènera aussi en concertation avec les autres dispositifs d'appui à la coordination de la région, les DAC, voilà, puisqu'en effet c'était nous qui étions porteurs, mais l'idée c'est vraiment de rassembler autour de cette thématique un ensemble d'acteurs et on verra peut-être pour en faire aussi par département. Enfin voilà, on a quelques idées, mais l'idée c'est vraiment de poursuivre ces réflexions. Merci à tous, à bientôt. Merci à vous. Merci. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir.